Voilà, on arrive à l'accompagnement numéro 2 qui s'appelle So What et impression. Donc là, je vous ai fait un super accompagnement avec justement la grille de So What. J'espère que vous aurez plaisir à l'utiliser. Moi, en tout cas, j'ai le plaisir à l'utiliser. Et d'ailleurs, vous pouvez écouter des exemples de solo au ténor, à l'alto et à la flûte sur ce morceau-là. Voilà, maintenant, c'est l'heure des dictées. Alors, les dictées, c'est simple. Je joue une phrase de une mesure, et la mesure d'après, vous répondez à la phrase. Pour les dictées, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de ne pas vous arrêter, même si vous avez loupé la phrase. C'est pas grave, en fait, de louper une phrase ou de ne pas entendre clairement ce qui s'est passé. En fait, il faut s'entraîner à choper de l'information en temps réel. Donc, même si vous n'avez pas chopé la phrase, c'est pas grave, on passe à la suite et hop, vous essayez d'être réactif par rapport à la phrase suivante. Et croyez-moi, si vous faites ça, si vous laissez faire votre esprit, au bout d'un moment, votre esprit va choper les notes. Et donc, encore une fois, par rapport aux dictées, donc elles sont pas très dures dans le sens où la plupart du temps, je commence par la tonique, ou bien si je commence par une autre note, c'était la note de fin de la phrase précédente. Par exemple, si je fais Pavadabadap. Donc là, j'ai pas commencé par la tonique, j'ai commencé par la 9e, mais c'était la dernière note de la phrase précédente. Ok? On y va. Donc là, je vous joue des extraits des dictées de une mesure et de 2 mesures. Et ensuite, elles seront entières avec le PDF dans les téléchargements. Voilà. Donc une mesure. Deux mesures. Voilà, un autre exemple avec l'alto. Ah là, il faut que ça aille vite. Effectivement, je joue une phrase de 2 mesures qui va jusqu'au dernier temps, et donc là, paf, il faut que ça aille vite. Et si vous voulez réussir à faire ça, il ne faut pas chercher de notes ou quoi que ce soit, il faut essayer d'enregistrer le son que je joue et ensuite de le restituer. Au début, vous allez peut-être vous tromper de notes, mais c'est pas grave. Vous laissez votre esprit réfléchir. Si vous faites ça, croyez-moi, vous ferez des progrès. Maintenant, on va parler de la ligne mélodique du mineur. Parce qu'en mineur, on a cette ligne mélodique qu'on retrouve dans plein de morceaux. Voilà. On commence avec la tonique et on descend sur les septièmes pour les notes du haut. Voilà, ça c'est vraiment une phrase qu'on a très souvent dans les morceaux. Et donc je vais vous apprendre à jouer dessus parce que c'est assez important. Donc en fait, on a deux choix possibles. Soit jouer le mode dorien, soit jouer le mode mélodique, mineur mélodique. Donc par rapport à tout ce qu'on a sur ces accords-là, la septième majeure, elle est uniquement sur le deuxième accord. Donc ça veut dire que si on veut précisément jouer la ligne mélodique, on peut jouer le mode dorien, le mode mineur mélodique, le mode dorien, et encore le mode dorien. Mais la subtilité, c'est que, évidemment, comme on l'a vu en début de cours, on peut jouer les deux partout. Même si on a cette ligne mélodique mineure qui descend,
on peut utiliser les deux gammes. Et principalement, je dirais même qu'on peut utiliser la gamme mineure avec la septième majeure partout. Je vous explique dans le PDF que en fait, ça correspond à d'autres accords. Voilà. En fait, finalement, ça, c'est la ligne mélodique. Mais finalement, si on analyse les notes de cette ligne mélodique, au lieu d'avoir tout le temps Ré mineur, c'est comme si on avait Ré mineur, La7, puisque c'est le Do dièse qui est mis en valeur sur la deuxième mesure, ensuite Ré mineur 7, et ensuite Sol 7, puisqu'on a le Si bécard sur la quatrième mesure. Mais bon, ça, on le verra de toute façon dans un autre chapitre, mais en tout cas, je pense que c'est bien de prendre conscience de cette couleur-là, de cet effet, parce que, en fait, ces phrases, vous les avez entendues 1000 fois. Voilà, et c'est bien de s'habituer à travailler des phrases, apprendre des phrases où on entend vraiment bien la ligne mélodique. Alors on continue. Avant de jouer avec l'accompagnement où je joue la ligne mélodique dans plusieurs tonalités, je vous montre plusieurs façons d'aborder l'improvisation par rapport à ces accords mineurs qui descendent. Donc, ma première préconisation, c'est évidemment la pentatonique. La pentatonique, c'est vraiment une super gamme qui vous permet de jouer des super phrases. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est rejouer la pentatonique, mais cette fois avec la bémol 5, c'est-à-dire la blue note. Donc, notre pentatonique, c'est... Donc, si je rajoute la bémol 5... Voilà. Donc, tout de suite, on a une nouvelle couleur qu'on peut exploiter. Ensuite, je vous propose d'utiliser évidemment la gamme mineure mélodique. Ensuite, le cœur des accords. Le cœur des accords, c'est pareil, j'en avais parlé dans le Jazz Guide. Il y a un chapitre qui est uniquement sur ce dossier. Le cœur des accords, c'est de jouer surtout 1, 2, 3, 4, 5. Uniquement les 5 premières notes de l'accord. Et à partir du moment où j'arrive sur la quinte, je peux passer sur la tonique de l'octave suivante. Et de cette façon-là, faire des phrases qui sont très simples à utiliser, très simples à créer, et qui sont souvent des phrases qu'on entend sur les disques. C'est en fait, de jouer la septième, c'est pas une obligation par rapport aux accords. On n'est pas du tout obligé de jouer les septièmes. On peut très bien rester justement sur le cœur des accords. Et si vous voulez jouer le cœur des accords, il faut vous entraîner à le faire. C'est comme le reste, si vous ne vous entraînez pas à le faire, vous pouvez, même si vous avez compris théoriquement ce que ça veut dire, vous ne pouvez pas le faire. Il faut le pratiquer. Et ensuite, une autre option, mais que je propose pour les gens qui sont quand même vraiment avancés, c'est de réunir la gamme mineure mélodique et la gamme mineure harmonique, dont on n'a pas parlé pendant ce cours, pour jouer, en fin de compte, la gamme mineure diminuée qui s'appelle aussi bebop. Donc, ça, c'est ma gamme mineure mélodique. Ça, c'est ma gamme mineure harmonique. Et si je relie les deux ensemble, voilà, j'ai une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme bebop que je peux utiliser aussi sur cette descente-là. Mais encore une fois, c'est pour les gens qui sont quand même avancés. Et ensuite, amusez-vous à jouer sur les arpèges. Avec une seule phrase, comme celle que je viens de faire, mais en changeant de rythme, j'ai des milliers de phrases. Voilà, je joue toujours la même
même chose, mais de façon différente. Et ça, c'est aussi un grand secret. Donc voilà, vous pouvez maintenant jouer sur l'accompagnement numéro 3. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter un petit exemple. On continue. Donc là, j'ai écrit des exemples de solo, justement, sur la ligne mélodique mineure. Donc le premier, c'est de mettre en valeur le guideline, la ligne mélodique, en jouant à chaque fois la note importante sur chaque mesure. Donc mon guideline, c'est... Donc je vais essayer de mettre en début de mesure à chaque fois ces notes-là. Mon guideline, c'est des points de repère. Et moi, je cherche à relier les points entre eux. Et d'ailleurs, je me suis déjà entraîné à le faire tout à l'heure quand je faisais mes repères sonores entre deux notes. Donc, vous voyez que finalement, on combine plein de concepts, mais pour arriver à être ultra créatif. Ensuite, je vous propose évidemment de travailler avec la pentatonique. Donc, à partir du moment où vous trouvez une bonne phrase, ce qui va être bien, c'est de la transposer, puisque sur les accompagnements, on va transposer les phrases. Donc là, j'ai écrit plusieurs phrases. Si j'en choisis une, je vais pouvoir la transposer par rapport toujours au cycle parallèle, c'est-à-dire que là, j'étais en ré mineur, maintenant je passe en sol mineur. Ensuite en la mineur. Voilà, c'est quand même important de trouver une bonne phrase et de la transposer sur plusieurs tonalités pour entendre le son de la phrase. Alors, une de mes nouvelles trouvailles aussi, c'est les phrases en mode infini ou perpétuel. Alors, je ne sais pas quel mot choisir. Quelque part, moi, je préférerais perpétuel. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme ça, je choisirai un nom définitif pour ce mode. Alors, quel est-il justement? Eh bien, c'est de jouer une phrase sur deux mesures où on revient sur la même note. Et ça, c'est vraiment super pour deux raisons. Ça va nous faire répéter la phrase plusieurs fois, mais aussi techniquement, c'est vraiment bien sur l'instrument. Voilà, on joue une super phrase et ensuite, ça nous fait travailler la technique de l'instrument. Donc voilà, c'est vraiment un 2 en 1 qui est vraiment top. Voilà. Et puis, c'est assez facile finalement à transposer parce que c'est diatonique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de note étrangère. Et encore une fois, techniquement, c'est vraiment super quoi, de travailler de cette façon-là. Donc, à vous de me dire si vous préférez le nom de mode infini ou de mode perpétuel. Ensuite, ce qui est intéressant à faire avec ces phrases, c'est de jouer le début de la phrase et de changer la fin de la phrase. Donc ça, c'est ma phrase originale. Voilà, là, j'ai trouvé une autre phrase, donc je peux tourner dessus un moment. Voilà. Et de cette façon-là, je peux trouver plein de phrases, plein de phrases. Et ce qui peut être intéressant pour vous aussi, c'est d'écrire les phrases. Vous travaillez un début de phrase et ensuite vous écrivez vos phrases. Comme ça vous fait travailler la technique
et la mélodie, puisque en fait, tous les principes qu'on travaille, ils sont tous mélodiques. Finalement, quand on joue sur l'harmonie des morceaux, on joue pas des phrases harmoniques, on joue des phrases mélodiques. Voilà, c'est vraiment toujours la mélodie qui prime, et c'est la mélodie qui met des notes en valeur. Voilà, donc ça c'était ma phrase originale. Maintenant, si je la change... Donc là, j'essaye de trouver des phrases en temps réel, de changer de phrase en temps réel. Je garde le début de la phrase, je change les fins de phrase. Bon, c'est un petit peu... Là, je dois dire que je prends un peu un risque, mais bon, là, je risque rien. Hein. Je suis tout seul chez moi, tranquille. Je suis tout seul au studio de Max, et je m'entraîne, et je m'amuse vraiment à trouver plein de choses différentes. Et c'est vraiment intéressant parce que, vu que mon début de phrase est une phrase repère, c'est-à-dire une phrase que je joue toujours, alors même si je me trompe sur la deuxième partie de la phrase, c'est pas grave. C'est pas grave, je laisse mes autres David bosser pour trouver des super phrases. Et après, hop, étant donné que je vais les répéter plusieurs fois, et ben, celles qui me plaisent vraiment, je vais les mémoriser. Dans tous mes documents, je propose évidemment beaucoup de phrases, mais ce sont des exemples. C'est-à-dire que vous, finalement, les phrases qui sont générales, c'est-à-dire que tout le monde joue, vous allez les recueillir, et ensuite, il y aura vos phrases qui ont votre préférence. Il y a certaines phrases que moi je joue, que vous n'aurez peut-être pas envie de jouer, parce que ce n'est pas celle que vous préférez. C'est vraiment une question aussi de cœur, quoi. Notre cerveau, il va enregistrer ce qu'il aime, point à la ligne. S'il y a beaucoup de gens qui jouent, par exemple, cette phrase, alors quelque part, mon cerveau, il aime cette phrase, il a envie de la garder. Quand on a écouté de la musique classique, par exemple, on retrouve ces phrases-là. Donc forcément, ça nous fait penser à quelque chose de plaisant, et on va vouloir enregistrer la phrase. Et ça va se faire automatiquement, mais évidemment, il faut pratiquer. Donc là, je vous propose aussi des exercices de transposition. Donc avec le mode back et le corps des accords, ça veut dire que le mode back, c'est le fait de jouer uniquement sur l'accord. Et le cœur des accords, vous avez compris qu'il s'agit de jouer 1, 3 et 5. Encore. Donc voilà, une fois en noir, une fois en croche, je joue uniquement les notes des accords. Et après, je transpose. Et à chaque fois que je transpose, j'utilise le cycle parallèle qui me permet de transposer facilement. Ensuite, la pentatonique plus la blue note. Donc là, c'est pareil. J'ai ma phrase, maintenant je la transpose. Alors, pour transposer aussi, je vous donne une astuce. C'est que vous devez visualiser quelle note vous jouez. Donc au début, donc je commence par tonique, tierce, quarte, et je vais sur la blue note. Je me donne des indications comme ça que je peux choper par rapport à la phrase de base. Par exemple, cette phrase-là, elle est assez compliquée parce qu'il y a des écarts de notes. Donc il faut que j'entende au début de quel intervalle il s'agit. Donc ça, c'est un intervalle de quinte. Ensuite, un intervalle de tierce. Et ensuite, je vais sur la blue note. Ok ? Maintenant, je transpose. Ok ? Et là, tout d'un coup, pour transposer, c'est plus facile parce que je sais déjà ce que je vais jouer. Et ça, c'est aussi un concept qu'il faut utiliser. Essayez de visualiser ce que vous allez jouer
avant de jouer. Ne pas chercher sur l'instrument. Voilà, ça c'est un truc que j'ai fait assez tardivement, mais qui s'avère être très 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 payant, parce que si vous vous entraînez sur l'instrument, alors ce sont vos doigts qui prennent le contrôle, et là vous n'arrêtez pas de vous tromper. Vous n'arrêtez pas de chercher un peu au hasard, puisque les doigts, c'est eux qui contrôlent, et du coup vous allez enregistrer beaucoup d'erreurs. Alors que si vous réfléchissez avant à ce que vous jouez, la plupart du temps, quand vous jouez ensuite, il n'y a pas d'erreur. Improviser avec les arpèges, donc là il faut aussi s'intéresser aux arpèges jusqu'à la 7e. J'ai même été jusqu'à la 11e, parce que cette note-là, sur les accords mineurs, elle sonne super, à condition évidemment de la mettre en valeur. Donc ça, c'est des petites phrases d'une mesure que vous pouvez transposer. Ça sonne vraiment super bien, hein. Voilà, une super phrase. Et pour les pros maintenant, je vous propose aussi d'utiliser évidemment la gamme bebop. Donc là, je vous ai écrit une super phrase. Est-ce que je vais réussir à la jouer? Encore? Si vous arrivez à transposer cette phrase-là et à la transposer dans tous les tons, je vous offre le chapitre. Voilà, ça c'est une autre phrase aussi. Des exemples de phrases sur la gamme bebop. Alors, la gamme bebop, évidemment, elle ramène beaucoup de chromatisme. Donc, il faut quand même être avancé pour l'utiliser. Mais rien ne vous empêche d'essayer quand même. Le mode back plus le cœur des accords, les deux concepts mélangés, ça fait des super phrases. Transposer en sachant ce que vous allez jouer, en projetant en avant ce que vous allez jouer. Improviser avec les arpèges avec la 7e majeure. Et donc utiliser aussi le guideline. Hop, et ensuite, une fois que je peux choisir une des phrases et la transposer. D'ailleurs, dans cette phrase-là, il y a les 2 septièmes. Finalement, le début de la phrase est simple. Il s'agit juste de jouer l'accord mineur 7 jusqu'à la 7e et ensuite d'aller sur la 7e majeure. Ça là, moi j'utilise ça tout le temps. C'est un super effet. Et ben, encore une fois, la gamme bop. J'ai réussi à la faire du premier coup. Il faut un peu de technique pour la jouer. Hop, on continue. Alors, pour la plupart des accompagnements que je joue l'accord mineur, par exemple Ré mineur, comme sur impression, notre accord c'est Ré mineur. Je parle en ut. Et quand je vais jouer un accompagnement, je vais jouer 2 accords. Parce que sinon, ça risque d'être un peu creux.
fait, ce que je joue, c'est l'accord diatonique, mais un ton au-dessus. Donc si je suis en Ré mineur, sur l'accompagnement, je vais jouer Ré mineur, Mi mineur. Donc, par rapport à ces 2 pages que je vous ai écrites, où je vous montre comment jouer ces phrases, vous pouvez vous habituer à jouer Ré mineur et Mi mineur. Et c'est aussi pour ça que naturellement, on a tendance à entendre d'autres notes sur la deuxième mesure. Si je le fais à la flûte, donc Ré mineur, et ensuite Mi mineur, alors... Voilà, on entend que finalement que je suis attiré par le fait de jouer d'autres notes. Ensuite, à vous de vous entraîner à jouer sur les 2 accords. Donc quand je vois Ré mineur, je sais que le pianiste, ça se trouve, va jouer Ré mineur et Mi mineur. Donc je peux m'entraîner à le faire tout seul. En fait, c'est vraiment diatonique, hein. Je ne change pas de gamme ou quoi que ce soit. C'est juste que sur la première mesure, les notes importantes, c'est Ré, Fa, La, Do. Et sur la deuxième mesure, c'est Mi, Sol, Si, Ré. Voilà, ça nous permet de créer ce genre de phrase. Encore une fois, sur les accompagnements où je joue ces 2 accords, vous pouvez très bien jouer uniquement sur la première gamme. Ou bien utiliser le mélange du mode dorien et du mode mineur mélodique. Et finalement, quand on utilise ces 2 notes en même temps, c'est un peu comme si on utilisait un chromatisme. Ça, évidemment, c'est en pratiquant que vous allez le découvrir. Voilà, il ne vous reste plus qu'à travailler sur les accompagnements numéro 4 et numéro 5. Donc le numéro 4, c'est les tonalités assez simples, on va dire. Et ensuite, l'accompagnement numéro 5, que j'ai enregistré plus lentement, c'est les tonalités les plus difficiles. Et pour terminer, il y a toujours un petit bonus, c'est de travailler les gammes mineures, donc des 2 façons, avec la 7e mineure et avec la 7e majeure. Donc ça, c'est les 7e mineurs. 7e majeure. Mineur. Majeur. 7e mineur, 7e majeur. Entraînez-vous à jouer les 2, comme ça vous entendrez bien les différences. Par rapport à ces exercices que je vous propose sur la gamme, pour travailler la gamme de façon différente, ce sont des exercices qui sont assez... qui demandent quand même une practice, qui demandent d'être pratiqués assez régulièrement. Donc choisissez un seul des exercices, essayez de le transposer, passez du temps sur un seul des exercices, et après, quand vous êtes à l'aise avec, hop, vous en chopez un autre. Et surtout, une fois que vous avez chopé un de ces exercices, une fois que vous réussissez à jouer un de ces exercices, essayez de jouer sur les accompagnements. Puisqu'en fait, ce sont des exercices, mais ce sont aussi, surtout, des phrases. Une gamme, c'est quelque part, c'est une phrase. Voilà, je travaille ça et ensuite, j'essaie de l'incorporer à mon jeu. Et ça sonne. Voilà, les choses qui sont organisées, quelque part, ça nous parle vraiment, et c'est pour ça aussi qu'il faut travailler ce genre de choses. Par rapport à ces gammes, si j'utilise la 7e ou la 7e majeure, ça va changer vraiment la couleur.
Ça, c'est la septième mineure. Et là, c'est la septième majeure, donc on entend vraiment qu'il y a une grosse différence. Et après, c'est selon nos préférences qu'on va utiliser les deux. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de jouer à l'intuition en choisissant la bonne note. Voilà, le cours est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain chapitre qui sera sur les majeurs. Le secret aussi dont je voulais parler, c'est que ce que vous travaillez chez vous, c'est ce que vous ramenez sur scène. Donc si vous travaillez que des exercices chez vous, quand vous êtes sur scène, vous jouerez que des exercices. Donc n'oubliez pas de relier tout votre travail à des morceaux. C'est-à-dire que vous jouez des morceaux et vous travaillez sur des morceaux. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est terminé. À très vite. Ah non, attends, j'ai oublié un truc. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aller voir aussi les autres vidéos que j'ai faites et surtout celles du Jazz Guide qui sont vraiment connectées au jazz et improvisation. Ciao, ciao!